Hello YouTube, bienvenue dans une nouvelle vidéo de ma série sur Dune et ses adaptations. Il est grand temps qu'on parle d'un personnage que j'ai bizarrement peu abordé jusqu'à présent, Leto Atreides. Et j'attendais, je ne vous le cache pas, ce moment avec un peu d'impatience. Leto premier du nom, je précise, le père de Paul et Alia, leader de la maison Atreides et duc d'Arrakis au moment où l'histoire commence. J'avais beaucoup hésité à inclure Leto dans ma grande vidéo comparative, à lui consacrer un chapitre dans la partie personnage, mais j'avais dû faire des choix et laisser certaines choses de côté. La vidéo dure déjà 2 heures, j'ai dû me restreindre un peu. Je sais que certains d'entre vous avaient envie que je parle de Leto, donc c'est parti. On va voir comment les différentes versions de Dune ont traité le personnage. On va commencer par voir comment le personnage de Leto est introduit. Dans le livre, son intro est assez particulière puisqu'avant d'apparaître dans une scène à proprement parler, il est présenté via un commentaire écrit a posteriori par Irulan dans une de ses épigraphes. How do we approach the study of Muad'Dib's father? A man of surpassing warmth and surprising coldness was the Duke Leto Atreides. Yet many facts open the way to this Duke. His abiding love for his Bene Gesserit lady, the dreams he held for his son, the devotion with which men served him. You see him there, a man snared by destiny, a lonely figure with his light dimmed behind the glory of his son. Still, one must ask, what is the son but an extension of the father? From Muad'Dib, Family Commentaries, by the Princess Irulan. J'aime bien cette manière d'introduire le personnage, on en apprend beaucoup en peu de lignes. On apprend que c'est un souverain aimé de son peuple, qu'il est éperdument amoureux de sa concubine, et que son fils a connu ce qui semble être une glorieuse destinée, au point que Leto se retrouve dans son ombre. On a aussi la notion de piège, de destin inéluctable, qui est extrêmement présente autour de Leto dans le bouquin. Cette épigraphe est suivie par une courte description physique de Leto. The Duke was tall, olive-skinned. His thin face held harsh angles warmed only by deep grey eyes. He wore a black working uniform with red armorial hawk crest at the breast. A silvered shield belt with the patina of much use girded his narrow waist. Voyons du coup comment les différentes adaptations filmiques ont respecté, ou non, cette description. Dans le Dune de David Lynch, l'apparence de Leto est très proche de la description qu'en fait le roman. Grand, mince, brun, les yeux gris, un uniforme noir avec le symbole du faucon brodé en rouge sur la poitrine, il y a même le détail de la ceinture bouclier argentée. On voit qu'un effort a été fait pour coller au livre. Idem pour le Leto de Denis Villeneuve. À vrai dire, il ressemble beaucoup au Leto de Lynch, tant par la coiffure et la barbe que par le design de son uniforme. Regardez comme les deux versions se ressemblent. Le faucon rouge sur la poitrine, le faucon doré brodé sur le col, les ornements militaires rouge et or, je crois qu'on appelle ça des fourragères. Il y a de l'inspiration dans l'air. Ce Leto-là a même un peu ce teint de peau olive mentionné dans le roman. Et puis après, on a le Leto de la mini-série qui... Ouais. Pour le coup, la description physique, ils en avaient pas grand-chose à cirer. Leto est blond, son uniforme n'est pas noir, pas d'insigne rouge en vue, mais la série a ignoré la description originale des personnages dans 80% des cas. Physiquement, Paul aussi est à peu près à l'opposé de ce qui est décrit dans le bouquin. En termes d'introduction de personnages, le Leto de Lynch apparaît pour la première fois dans une scène où il parle à Paul sur Caladan, sous une averse qui ne mouille pas, apparemment. Rapport au brushing de Paul, sans doute. La scène est plutôt pas mal, retranscrit à la fois la sagesse et l'amour paternel de Leto, et Paul et lui ont une bonne dynamique père-fils. He swears you are the finest student he has ever taught. You, Gurney and Duncan say the same. Makes me feel very proud. I want you to be proud of me. C'est aussi l'introduction la plus proche du roman, où la première scène de Leto est également un dialogue avec Paul. Chez Villeneuve, on a une approche inverse du personnage. Autant Lynch introduit Leto par le biais d'une scène intime, d'un dialogue chaleureux entre père et fils, autant Villeneuve le présente dans un cadre très officiel, la cérémonie de passation de pouvoir où Leto reçoit Arrakis en fief. So, it's done. It's done. Ici, on voit le duc avant de voir le père, la froideur solennelle, la noblesse et la puissance du personnage. C'est une scène qui n'est pas dans le livre, mais que j'aime bien, ne serait-ce que par ses visuels magnifiques.
Dans la série, Leto est introduit très tardivement, lorsque les Atreides sont déjà installés à Arrakis. Sa première apparition est une scène avec Duncan Idaho, où il l'envoie en mission dans le désert pour infiltrer les Fremen. La scène a une fonction purement narrative, elle fait avancer l'intrigue et te sert de l'exposition, mais je la trouve pas vraiment intéressante en termes de personnage. Ah, j'oubliais, en vrai, la toute première fois qu'on voit Leto, c'est là. Mais c'est pas ce que j'appellerais une intro de personnage. Des 3 adaptations de Leto, c'est de toute manière celle de Sci-Fi que je trouve la plus faible. Mais je crois qu'au-delà de l'écriture, c'est aussi et surtout dû à l'acteur. Profitons-en pour faire un petit topo sur les acteurs, justement. Celui de la mini-série est joué par William Hurt, qui était un peu la tête d'affiche de cette version, le seul acteur vraiment connu du casting, qui apparaît en tout premier au générique, avant le titre, avant même l'acteur qui joue Paul. It's not fair. Dans les commentaires d'une de mes vidéos, quelqu'un me disait que William Hurt semble être là uniquement pour encaisser son chèque et qu'il a l'air de se faire chier en jouant le personnage. Et ouais, c'est exactement le ressenti que j'ai quand je vois William Hurt dans Dune. Son jeu est incroyablement plat, ennuyeux et dénué d'émotion. Il joue comme un robot, on dirait qu'il en a rien à foutre. The degeneration of the great houses has worn me out. Our house hasn't degenerated. Hasn't it? Your assassin didn't arrive here without help. Who could you suspect? I can only suspect. I can't prove, and there's suspicion enough to go around. J'imagine que les studios ont dû lui filer un gros cachet pour pouvoir construire leur marketing sur le nom d'un acteur connu et qu'il est là juste pour le fric. Et c'est dommage, parce que Leto est vraiment un personnage que j'aime bien, mais là, impossible de s'y attacher. Et puis par moments, il joue juste atrocement mal, quoi. David Lynch a offert le rôle de Leto à l'acteur allemand Jürgen Prochnow, qui avait acquis une renommée internationale 3 ans plus tôt en jouant dans le film de guerre Das Boot. Na Männer? Alles klar? Et Jürgen Prochnow est plutôt bon dans le rôle de Leto. J'ai pas vraiment d'avis sur l'acteur lui-même, mais là, il est convaincant. Sauf que des fois, il a un accent allemand tellement reconnaissable que ça me sort un peu de l'histoire. Silent Thufir. Stop acting the fool, I told you yesterday. Their simple minds came up with a simple trick. De toute manière, quoi qu'on pense du film de Lynch, je dois dire que niveau casting, il a, dans l'ensemble, fait des choix que j'aime bien. Denis Villeneuve, lui, a casté Oscar Isaac pour jouer Leto. Oscar Isaac est un acteur que j'aime beaucoup. Je crois que je l'avais découvert en 2011 dans le film Drive, excellent film d'un excellent réalisateur, au passage, au moment où il commençait à émerger à Hollywood. Et je me souviens avoir été surprise de le voir dans le rôle de Leto, parce que jusque-là, j'avais vu Oscar Isaac que dans des rôles de jeunes trentenaires un peu paumés, un peu loser, et tout à coup je le vois tout noble, avec une bonne barbe, le cheveu grisonnant et père d'un ado, et ça m'a fait tout bizarre, le gars a pris un soudain coup de vieux. Alors que c'est con, hein, il a plus de 40 ans, il est tout à fait dans la tranche d'âge pour jouer Leto, mais c'est pas du tout l'image que j'avais de lui. Après, j'ai beaucoup aimé sa performance dans Dune. Il traduit aussi bien la grandeur de Leto que son côté chaleureux et aimant envers sa famille. On s'attache à lui malgré un nombre limité de scènes, ce qui est, à mon sens, indispensable si on veut que le personnage de Leto fonctionne. Je vais pas comparer chaque apparition de Leto dans chacune des versions, ça n'aurait pas grand intérêt, mais il y a certains éléments sur lesquels j'aimerais m'attarder en termes de développement de personnages. Dans le livre, comme je le disais, la notion de piège qui se referme autour de Leto est très présente. L'auteur te dit dès le tout début que Leto va mourir. Dans mon édition, c'est même littéralement écrit sur la 4e de couve. Et Leto lui-même est très conscient de cette épée de Damoclès au-dessus de sa tête. Il se sait piégé, il sait qu'il va pas survivre longtemps sur Arrakis, et cette certitude accompagne constamment ses pensées.
Ce truc de destinée inéluctable est très récurrent dans toute la saga, encore plus pour Paul dans Dune Messiah d'ailleurs. Mais dans le cas de Leto, ça se perd un peu dans les adaptations. Chez Lynch et chez Villeneuve, il y a quelques répliques qui vont dans ce sens peu avant sa mort. Paul? If anything should happen to me. Father, nothing is going to happen. Yes. But if it should, Yes? Now I'm asking you this one thing. If anything happens, will you protect our son? With my life. I'm not asking his mother, I'm asking the Bene Gesserit. Leto, this is not you. I thought we'd have more time. Et dans la série, on a seulement les cauchemars prémonitoires de Paul qui sont annonciateurs de la mort de Leto. Un autre truc que j'ai trouvé très intéressant dans le bouquin, c'est que Leto est certes décrit comme un souverain bon et juste et a priori un mec bien, mais il en reste pas moins un politicien qui veut asseoir son pouvoir et est prêt à manipuler le peuple à son avantage. Il tient à Paul tout un discours sur l'importance de la propagande, notamment. Nothing wins more loyalty for a leader than an air of bravura, the Duke said. I, therefore, cultivate an air of bravura. You lead well, Paul protested. You govern well. Men follow you willingly and love you. My propaganda corps is one of the finest, the Duke said. We mustn't run short of film base, the Duke said. Else how could we flood village and city with our information? The people must learn how well I govern them. How would they know if we didn't tell them? Tu prends conscience que quelque part, il a recours exactement aux mêmes méthodes que ses ennemis, tout en étant très lucide et très cynique sur le sujet. Et un dernier élément du livre que j'aimerais aborder, un truc que j'avais complètement oublié et qui m'est revenu là en relisant des passages pour cette vidéo, c'est Leto qui, le premier, encourage Paul à se servir des légendes Fremen à son avantage, à utiliser ce statut de prophète qu'il lui confère. Power and fear, he said. The tools of statecraft. I must order new emphasis on guerrilla training for you. That film clip there, they call you Mahdi, Lisan al-Gaib, as a last resort. You might capitalize on that. Par la suite, c'est tellement Jessica qui pousse Paul dans cette direction que je me souvenais pas du tout que c'est Leto qui plante cette petite graine dans sa tête au début du bouquin. Et ça n'apparaît pas dans les adaptations. Dans les versions de Lynch et de Sci-Fi, Thufir Hawat mentionne cette légende à Leto. The words they were calling out at your shuttle. Mahdi, something like that? It means Messiah. They have a legend here, a prophecy, that a leader will come to them from off-world. Messiah? Paul? I have, however, discovered what the city Fremen called out to Paul when we entered the city. Mahdi. And Lisan al-Gaib, yes. Le grand monarque, le Christ cosmique, le Messie. Mais jamais Leto n'en parle ensuite à Paul. Et chez Villeneuve, il y avait une scène où Paul et Leto parlent de la légende du Lisan al-Gaib dans le script original, mais elle a été coupée du film final. Le Leto de la série, j'ai pas grand chose à en dire parce que je lui trouve vraiment peu d'intérêt. Quasiment toutes ces scènes ont pour seul but de faire avancer l'intrigue, c'est presque toujours des discussions politico-économiques très froides dans lesquelles il est blasé, presque apathique. Bank the entire amount to his name, Shaddam IV, but then deduct it from our taxes as a legitimate expense. In other words, cost of doing business. On se fait chier, ouais. Remarque, à sa décharge, c'est la tête que je fais moi aussi quand on me parle de finances et de taxes. Plus sérieusement, l'accent est très peu mis sur la personnalité du personnage,
Et entre ça et le jeu minimum syndical de William Hurt, difficile de s'y attacher. Même avec son fils, Leto a un côté froid et distant. Et puis, il a des petits élans franchement sanguinaires, comme dans cette scène. Burn him. Everything except the hands. Put some spice in each one and send them to the Baron on Katie Prime. Oh, ok mec, je sais qu'on a tenté de tuer ton fils, mais vas-y mollo, hein. I like to dissect girls. Did you know I'm utterly insane? Par opposition, Villeneuve arrive à rendre Leto humain et sympathique, tout en lui donnant une complexité intéressante. Je me suis rendu compte que Leto a une seule vraie scène de dialogue avec Paul par exemple. Mais c'est une scène qui véhicule plein de choses. Des petites infos sur le passé de Leto qui rendent le personnage vivant. And grandfather fought bulls for sport. Yes. Look where that got him. I wanted to be a pilot. You never told me that. La relation père-fils et le fait que Leto aime Paul par-dessus tout, au-delà des ambitions qu'il nourrit pour lui. And if your answer is no, you'll still be the only thing I ever needed you to be. My son. La volonté de Leto d'être un souverain juste et égalitaire. Mining spice, keeping the Fremen in their place. We'd be no better than Harkonnen. No. By making an alliance with the Fremen. Cette scène est le parfait mélange entre exposition des enjeux narratifs et construction de personnages. Idem pour les relations de Leto avec Jessica. Il l'aime profondément, mais en même temps, il est pas dupe. Il sait qu'en tant que Bene Gesserit, elle lui cache des choses et qu'elle a ses propres plans. There's something you need to know about Paul. No. Don't think I want to know. Jessica, you gave me a son. And from the moment he was born, I never questioned you. I trusted you completely. Even when you walked in shadows. J'aime bien l'idée qu'il choisit de ne pas vouloir tout savoir. J'aime bien aussi l'amitié qu'on sent entre lui et Gurney Halleck. Smile, Gurney. I am smiling. What do they say about this hellhole again? To shower, you scrub your ass with sand, my lord. That's what they say. That's what they say. C'est des tout petits moments, mais qui donnent l'impression d'une relation installée et naturelle. Le Leto de Lynch est écrit plus ou moins comme celui de Villeneuve. Plutôt sympathique et attachant aussi, peut-être un peu plus gentil. Écoutez Thérèse, je n'aime pas dire du mal des gens, mais effectivement elle est gentille. Gentil au sens où le Leto de Villeneuve a une espèce de sévérité austère par instant. I don't give a damn about your honor. You want absolution? Go catch some spies. Your Grace. Hey! You cannot take such risks. Yes, sir. You have responsibilities. I'm sorry, sir. It won't happen again. Go. Qui transparaît moins chez Lynch. Cette version-ci est plus chaleureuse, principalement due au jeu de l'acteur, je pense. Mais c'est pas un défaut, juste un choix d'écriture. Il y a un ou deux trucs étranges chez le Leto de 1984, genre son obsession pour les carlins, ou sa façon bizarre de gâcher des litres d'eau sur Arrakis. Non mais, entre ça et l'autre qui fait couler des cascades pour montrer que c'est lui qui est la plus grosse, soyez raisonnables un peu les gars. Entre parenthèses, puisqu'on parle de gâcher de l'eau, la manière qu'a le Leto de Villeneuve de cracher un gros molar lors de sa rencontre avec Stilgar me fait toujours rigoler. Genre, comment mettre une pointe d'irrespect dans le respect ? Ni je t'ai vu, ni je t'ai connu en fait. Bon, si on parle de Leto Atreides, il va falloir qu'on parle de sa mort, parce que, spoiler, il meurt relativement vite dans l'intrigue. Il faut savoir que dans le bouquin, j'aime énormément la scène de la mort de Leto. Je la trouve très belle de par le style littéraire de l'auteur. Leto sensed memories rolling in his mind, the old toothless mutterings of hags. The room, the table, the Baron, a pair of terrified eyes, blue within blue, the eyes, all compressed around him in ruined symmetry.
There was a man with a boot-toe chin, a toy man falling. The toy man had a broken nose, slanted to the left, an offbeat metronome caught forever at the start of an upward stroke. Leto heard the crash of crockery, so distant, a roaring in his ears. His mind was a bin without end, catching everything. Everything that had ever been. Every shout, every whisper, every silence. One thought remained to him. Leto saw it in formless light on rays of black. The day the flesh shapes, and the flesh the day shapes. The thought struck him with a sense of fullness he knew he could never explain. Silence. Je trouve la scène hyper poétique. Elle a une espèce de surréalisme psychédélique que j'adore et qui traduit parfaitement cet état second dans lequel Leto se trouve. Du coup, ce passage n'était pas forcément facile à adapter en film et certains s'en sont mieux sortis que d'autres. Dans la série de sci-fi, le souci, c'est que comme j'avais aucun attachement à Leto de son vivant, j'ai par conséquent rien ressenti à sa mort. Genre, investissement émotionnel, zéro. Rien que la manière dont Leto est assis sur sa chaise là, on dirait pas qu'il est prisonnier, drogué et paralysé, on dirait juste qu'il est à une réunion et qu'il s'emmerde. On se fait chier, ouais. Et puis, la manière dont c'est filmé, les cadrages, le décor, la lumière, la musique, il se passe rien niveau ambiance, quoi, tu ressens rien. Toute la scène est également hyper bavarde, comme toujours dans cette série, mais pour le coup, elle est sauvée par la performance de Ian McNeice qui joue le baron Harkonnen. Lui, tu sens qu'il s'éclate dans le rôle. Il en fait des caisses, mais ça marche. J'ai vraiment bien aimé sa performance dans cette séquence. Oh, the boy. I don't know how to leave him to the desert. He and that gorgeous woman of yours. My men left them to explore the beauty of the sands of Arrakis. Perhaps they'll see some worms. We couldn't have all that noble blood all over our hands, now could we? Oh, the Emperor was quite insistent about that. La scène de Lynch est déjà plus convaincante, notamment parce qu'elle véhicule plus d'émotions, ne serait-ce que par sa mise en scène. Là, la caméra est proche des personnages et pas dans un recoin du plafond. Mais il y a quand même plusieurs trucs qui vont pas. Par exemple, la délicieuse subtilité du jeu de certains acteurs. Leto, he's dead! No, he's dead! L'éternel monologue intérieur qui alourdit la scène. The doctor. Huey. What did he say? Paul and Jessica safe. Et ça. Je sais pas ce qui me fait le plus rire. L'intensité du souffle de Leto et cette fumée verdâtre qui te donne juste l'impression que le mec pue atrocement de la gueule. Vous voulez un chewing-gum? Oh non, merci. Ah si, prenez un chewing-gum, Émile. Ou la crise cardiaque de Peter DeVries qui le propulse 3 mètres en arrière tel un personnage de cartoon. Je suis désolée, mais c'est très drôle. Reste la version de Villeneuve qui, oh surprise, est, à mes yeux, la meilleure, et de loin. Déjà parce que Villeneuve est un esthète du cinéma, avec un œil incroyable pour la composition des plans. Regardez-moi ça, on dirait des tableaux. Ensuite par l'ambiance qu'il installe dans cette scène. Une ambiance glauque, de malaise, que ce soit par la lumière, le travail du flou, la nudité de Leto, la façon de manger du baron, qui n'est pas sans rappeler celle de Denethor dans Le Seigneur des Anneaux. You have a wonderful pixie cousin. Troisièmement, de par le montage parallèle. Vous le savez, j'adore le montage parallèle. Entre Leto d'un côté, Paul et Jessica de l'autre, qui découvrent la mort de Leto à distance. Et puis, contrairement aux autres adaptations, là, pas de lourdeur de dialogue, pas de jeu d'acteurs exagéré. L'émotion est générée par des petits détails. Cette larme qui roule sur la joue de Leto. Your son is dead, your concubine is dead. Tonight the house of Atreides falls. Cet enchaînement de plans silencieux qui te donne un moment pour ressentir le poids de la mort du personnage.
puis, la musique, hein, comme toujours. Hans Zimmer, quoi. That's what I'm talking about! That's why he's the MVP! That's why he's the GOAT! The GOAT! Et je sais que ça rentre plus tout à fait dans le cadre de la mort de Leto, mais la scène suivante a des visuels extrêmement cool aussi. Ce plan flippant à souhait de Peter mort au sol avec ses orbites noires et ses mains encore crispées qui traduisent la fulgurance du poison. Le script original décrit des victimes figées dans des positions contorsionnées comme les morts de Pompéi, ou le baron recroquevillé au plafond comme une espèce d'araignée monstrueuse. C'est hyper dérangeant, j'adore. Eh bien, ma foi, je pense avoir conclu mon petit tour d'horizon du personnage. J'espère que ça satisfera celles et ceux qui avaient envie de m'entendre parler de Leto. Comme toujours, vos commentaires sont les bienvenus. Je vous souhaite un bon début de cette nouvelle année 2025 et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!